Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode réalisé dans des conditions sanitaires un peu particulières, et si je ne porte pas de masque, c'est parce que je suis tout seul. Et pour bien démarrer la saison, on va parler d'un jeu que tu as probablement découvert chez ta grand-mère. Les mots croisés. Ah non, pardon, l'autre jeu que tu as découvert chez ta grand-mère. Le Cluedo. Et pour pouvoir te parler de la plus célèbre affaire criminelle non résolue à ce jour, je vais d'abord devoir te parler des Murder Party. Donc pas du tout du Cluedo. Les Murder Party, ou les soirées meurtres et mystères pour mes amis du Québec, sont des soirées de jeux de rôle grandeur nature. Le but étant de résoudre une énigme policière qui se déroule dans le lieu où on se trouve, souvent un château ou un hôtel, tout en incarnant les protagonistes de l'histoire. C'est un peu un mélange entre théâtre d'impro, jeu d'enquête et Julie Lescaut. On trouve l'origine des Murder Party dans les années 30 en Angleterre, où ces soirées se déroulaient dans des hôtels luxueux. Les aventures proposées étaient alors inspirées de celles d'Arthur Conan Doyle et de son célèbre personnage, Sherlock Holmes. Bon, à cette époque, on est encore très loin des escape games, hein. D'ailleurs, on est beaucoup plus proche du théâtre. Des comédiens sont dissimulés parmi les clients et le personnel de l'hôtel, et ce sont eux qui déroulent l'intrigue. Les clients assistent à la représentation plus qu'ils n'y participent en réalité. On trouve d'ailleurs des références à ces soirées dans la littérature de l'époque, notamment en 1931 avec le français Henri Bordeaux et son livre Murder Party ou Celle qui n'était pas invitée. Un livre que je vous recommande. Je ne l'ai bien sûr pas lu. Après-guerre, dans les années 50, pour les nuls en histoire, les Murder Party connaissent un retour en grâce, avec une évolution vers un jeu plus participatif et immersif. En témoigne le super roman d'Agatha Christie, paru en 1950, Un meurtre sera commis le, qui reprend le format des cartons d'invitation de l'époque, A Murder is Announced, suivi de la date et du lieu de l'événement. Cette fois-ci, les participants incarnent réellement un personnage, avec ses motivations et son histoire. On commence la partie en sachant si on est l'assassin, si on est un simple témoin, ou encore si on n'a rien capté à quoi que ce soit. S'effacer derrière son personnage pour pouvoir jouer, c'est d'ailleurs un des éléments classiques du jeu de rôle au sens large, avec un grand JDR. Ces soirées se déroulent la plupart du temps à huis clos et rassemblent en moyenne entre 10 et 50 personnes. Même si le 2 et 3 octobre 2004, à Sillac, en Ardèche, c'est pas moins de 200 personnes qui ont tenté de retrouver l'assassin d'une jeune mariée parmi une centaine de comédiens et figurants du village. Ou encore, du 1er au 19 juillet dernier, au château de Garvac, une murder party reproduite plusieurs fois a réuni au total pas moins de 1200 personnes. Tous masqués, n'en doutez pas. Bon, et si on n'est pas 1200, ni un client fortuné des années 30, mais qu'on a quand même envie de jouer, on retrouve plusieurs scénarios édités, ou même en accès libre sur internet. Et c'est ainsi que l'on arrive à Cluedo. Ouais, je sais, c'était un peu long, mais bon, c'est ma chaîne YouTube, je fais encore ce que je veux. Anthony Pratt, le créateur du célèbre jeu d'enquête, est un Anglais né en 1903 et qui a été notamment pianiste pour des murder parties des années 30. Lorsque surgit la guerre et que les bombardements s'intensifient au-dessus de sa ville en 1943, Pratt est contraint de s'enfermer chez lui. Et pour tuer l'ennui lors des longues nuits d'insomnie, il décide de créer un jeu. Super hâte de voir vos jeux créés pendant le confinement. Évidemment, il va créer un jeu en rapport avec son passé de pianiste, inspiré des murder parties, mais aussi de l'univers de Conan Doyle et d'Agatha Christie. Et voilà comment va naître un jeu de plateau dans lequel les joueurs doivent découvrir le meurtrier d'un crime commis dans un manoir anglais, le manoir Tudor. Et c'est sa femme, Elva Pratt, qui s'occupera du design et des dessins. Le jeu s'appellera dans un premier temps Murder, et le brevet sera validé le 1er avril 1947. Alors à quoi ressemble ce prototype et que retrouve-t-on dans ce brevet qui sera aussi présent dans la version éditée? Parce qu'on va le voir, il y a eu quelques petites modifications. Tout d'abord, on peut jouer jusqu'à 8 personnes, contre 6 dans le Cluedo actuel. Il y avait en effet 10 personnages, 6 hommes et 4 femmes. On tirait parmi eux la victime avec laquelle on ne pouvait pas jouer, et parmi les 9 personnages restants, on en laissait un sur le carreau. Tant pis pour lui. Ce qui veut dire qu'à l'origine, le docteur Lenoir n'était pas la victime à tous les coups. C'était un personnage comme les autres. Il a dû faire la tronche quand on lui a annoncé son rôle dans la version éditée. Autre idée un peu saugrenue qui a été abandonnée dans la version finale, les pions des personnages masculins étaient plus grands que ceux des personnages féminins. On retrouvait également 9 armes. Un tisonnier, une hache, un shilelag, c'est une sorte de bâton de marche qui vient du folklore irlandais. Un peu de culture. Une bombe, on est d'accord, il n'y a pas besoin d'enquête si le mec est mort à cause d'une bombe, mais bon, c'est comme ça. Une corde, un poignard, un revolver, du poison et le numéro complémentaire, une seringue. Le plateau quant à lui est quasiment similaire à celui que l'on connaît aujourd'hui, si ce n'est qu'il n'y a pas de passage secret et que les portes étaient positionnées différemment. À noter la présence d'une salle d'armes sur le plateau, même si aucune carte n'existait pour ce lieu. Les cartes étaient mélangées puis déposées dans des salles. Il fallait d'abord se rendre dans une salle pour pouvoir récupérer des cartes et donc des alibis. Cette mécanique a d'ailleurs été reprise pour le Super Cluedo Challenge en 1986. Compliqué tout ça, hein? Et ben c'est pas fini. On devait atterrir dans la pièce où se situait un personnage pour pouvoir le suspecter dans la pièce de son choix, et non l'inverse. Et on avait aussi un nombre limité d'hypothèses avant d'être obligé de faire une accusation. Bon, si vous trouviez le Cluedo un poil longué,
force est de constater que ça aurait pu être bien pire. C'est aussi ce que s'est dit Waddington, la société anglaise qui va éditer le Cluedo. Et donc ils vont considérablement simplifier les règles. Déjà, on ne garde que 6 personnages jouables. Nurse White ne sera plus infirmière, elle deviendra Mrs. White, Mrs. Silver évoluera en Mrs. Peacock, et le colonel Yellow disparaîtra au profit du désormais très célèbre colonel Mustard. Quant au révérend Green, Professeur Plum et Miss Scarlet, eux, ils n'ont pas changé. Exit, Mr. Brown, Mr. Gold et Miss Grey. Pour les armes, Waddington n'en gardera que 3. La corde, le poignard et le revolver. Et ils en rajouteront 3 petits nouveaux, la clé anglaise, le chandelier et le tuyau de plomb. D'ailleurs, jusqu'en 1965, on retrouvait dans les boîtes un petit bout de ficelle pour la corde et pour le tuyau, un vrai petit bout de plomb. Rassurez-vous, aujourd'hui le tuyau de plomb est en étain et la corde est en plastique. Parce que le plastique, c'est fantastique. C'est également Waddington qui aura l'idée du nom Cluedo, pour le moins iconique aujourd'hui. Il est composé de clou en anglais, qui veut dire indice, et de ludo en latin, qui veut dire Ludovic. Non, je déconne, ça veut dire je joue. Chez nos amis américains, c'est Parker Brothers qui se chargera de l'édition, et le délire du jeu de mots latin, là, ils sont pas vraiment pour, donc le jeu s'appellera Clou, tout simplement. Et énième retour aux origines, Waddington n'hésitera pas à utiliser l'image de Sherlock Holmes pour faire la promotion de son jeu dès sa sortie en 1949. Et dans la grande tradition des Murder Party, on va également soigner l'univers du jeu, ce qui pour l'époque est tout à fait singulier. Un scénario pour commencer qui pose l'intrigue et immerge les joueurs dans l'univers. Nous sommes en 1926, un samedi soir. Dans le manoir Tudor où se tient une réception, il est 20h45 lorsque le propriétaire des lieux, le docteur Lenoir, est retrouvé sans vie, au pied de l'escalier. Seulement, tout laisse à penser qu'il n'est pas mort ici. Et l'arme du crime n'est pas évidente. Rapidement, les invités comprennent que l'assassin est forcément parmi eux. Personne ne sort, on ramène les objets potentiellement suspects, et en attendant la police, on mène l'enquête. Comme c'est Mademoiselle Rose qui a trouvé le corps, c'est elle qui commence. Ah, c'est pas clair cette histoire. Ça me donne envie d'enquêter. Dans l'édition du Cluedo 2000, on peut même lire sur la boîte où se situe le manoir. Il s'agit du Hampshire, au sud de l'Angleterre. Mais même les personnages ont une histoire et un passé bien travaillé. Ainsi, on découvre que Mademoiselle Rose est une star du cinéma, par exemple, ou que le colonel Moutarde est une ancienne gloire du rugby. On peut rajouter à tout ça divers personnages ou armes du crime, en fonction des variantes et des éditions spéciales. Cluedo Harry Potter, Cluedo les Simpsons, les mystères du Cluedo, etc. Enfin, en 2016, Hasbro, qui je le rappelle a racheté Parker Brothers en 91 et Waddington en 94, choisira de remplacer Madame Leblanc par le Docteur Orchidée dans le jeu de base. Une première en plus de 70 ans. Bien, maintenant qu'on a dit tout ça, quel est le bilan de cette aventure pour nos potes du manoir Tudor? Eh bien, on estime que le Cluedo a été vendu à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde, dont 4 millions rien qu'en France. Et il a été traduit en 13 langues dans 40 pays différents. C'est pas mal. Sauf que le père Anthony, il va pas en voir la couleur de tout ce pognon. Et oui, parce qu'après lui avoir expliqué à quel point le jeu se vendait mal, Waddington lui a racheté l'intégralité des droits pour 5000 livres en 1953. De quoi le faire entrer tout droit dans le club des auteurs de jeux arnaqués. Bien joué, Anthony. Bon, au moins son jeu sera resté dans l'imaginaire commun et dans la culture populaire. Il y a eu des tonnes de dérivés, comme des jeux vidéo par exemple, ou même un film sorti en 1985 et réalisé par Jonathan Lynn, que je vous recommande chaudement. Non, je l'ai pas vu non plus. Il y a même eu un jeu télé diffusé en 94 et 95 sur France 3. Si, c'est pas des conneries. Des acteurs jouaient les personnages du jeu, et les participants devaient trouver qui a commis le crime, dans quelle arme et avec quelle pièce. Les victimes changeaient à chaque épisode et étaient incarnées par des vedettes de la chaîne, comme Marie-Ange Nardi ou Thierry Beccaro par exemple. Bon, ça a fait un flop et ça a été vite retiré de la chaîne. Mais quand même, ça a existé. Ceci dit, je sais pas pourquoi il y en a qui cherchent encore, alors qu'on sait tous que c'est Jean Forestier dans la salle de jeu avec le chandelier. Allez, on a bien rigolé, mais maintenant, c'est l'heure d'aller jouer. Salut!